Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce 9e épisode, j'ai rendez-vous avec Bernard, ancien arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne. Il nous raconte son parcours dans les vergers, mais surtout du jour où sa vie a basculé. C'est un témoignage poignant où Bernard se livre à cœur ouvert sur ce qu'il a traversé et ce qui l'anime aujourd'hui. Il nous parle aussi de son combat contre la maladie, qui est devenu maintenant un combat de sensibilisation sur les pesticides pour ses confrères agriculteurs. Je te laisse découvrir son point de vue sur l'agriculture et son avenir à travers cette interview. Bonjour Bernard, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour Sophie. Alors je suis très heureuse de faire ta connaissance et d'échanger avec toi aujourd'hui sur ton parcours de vie qui est assez atypique. Je vais faire un peu de teasing pour les auditeurs parce que juste avant de savoir ce qui t'est arrivé, je voudrais commencer par le début et notamment tes débuts dans le secteur agricole. Qu'est-ce que tu faisais comme activité en particulier et comment se présentait ton exploitation ? À la base, je suis fils d'agriculteur. J'ai suivi au niveau de mon parcours scolaire des études de mécanique agricole, métier que j'ai pratiqué pendant 3 ans. Puis mon mariage m'a amené vers une personne qui était fille d'agriculteur. À un moment donné, s'est posé le choix de s'installer ou de progresser dans mon métier de mécanicien agricole. Donc avec mon ex-épouse, on a décidé de s'installer. Pour ce faire, j'ai suivi donc une formation brevet de technicien arbo, puisque j'étais quand même fils de paysan, je connaissais un petit peu la mentalité agricole, mais je n'avais pas les bases nécessaires pour me lancer dans l'arboriculture. Je me suis installé en 1985. Donc dans ces années-là, l'exploitation était sur une production laitière pour moitié, et pour le reste, c'était une petite production arbo en chasselas de Moissac, en melon et en prune. La structure de l'exploitation a changé parce que l'activité laitière, dans ces périodes-là, il y avait eu, je crois de mémoire, les quotas qui sont arrivés en 1984, les quotas laitiers. Les quotas laitiers, effectivement. Donc on a décidé, au lieu de se spécialiser sur le lait, on a décidé plutôt de se spécialiser sur l'arbo. Donc là, j'ai développé donc, petit à petit l'arboriculture à travers la pomme, la cerise, la prune, le kiwi, le melon. Donc avec ton ex-femme, vous êtes spécialisé sur la partie arboriculture et vous avez délaissé la partie laitière. Voilà. Et comment tu travaillais au niveau de tes vergers ? Comme quasiment tous à cette époque-là, j'étais un conventionnel. Je suis rentré rapidement dans une structure coopérative où il y avait donc les conseils en termes de plantation, en termes de choix de sol, en termes de choix de porte-greffe, tout ça. Donc je suis allé vers le conventionnel parce qu'on m'avait prouvé à travers des réunions dans les chambres d'agriculture ou autres que pour avoir une bonne marge à l'hectare, il n'y avait que cette façon de faire, quoi. Et j'y suis allé avec un investissement personnel énorme. Et j'avais des résultats, j'étais donc dans la coopérative, j'étais toujours parmi entre guillemets, les meilleurs. En termes de rendement et de productivité. En termes de rendement, de productivité, en termes de marge à l'hectare, quoi. Voilà, donc ça... Il y avait quel organisme qui te donnait du soutien technique à l'époque ? La chambre d'agriculture, à travers les techniciens de la chambre d'agriculture, le technicien de coopérative, et puis les technico-commerciaux des structures d'appro, quoi. Les gens qui nous vendaient les engrais et les produits phytosanitaires. Comment tu choisissais tes produits phytosanitaires ? Donc dans nos parcours de production, on avait ce qu'on appelle des itinéraires culturaux, sur lesquels étaient notés les différents produits aux différents stades. On suivait aussi tous des réunions à la coopérative où on nous expliquait la formation, la façon de faire et tout ça. Et même au bout d'un moment, s'est mis en place au sein de la structure là, un groupement d'achat. C'est-à-dire qu'on
on se regroupait pour essayer d'avoir des prix un peu plus intéressants de faire pour les phytos. un achat en groupé, on va dire, et faire baisser le prix. Et donc voilà, étant très perfectionniste, je suivais tout ça à la lettre. Mais j'avais pas trop de soucis au niveau sanitaire, quoi. Alors du coup, tu t'es arrêté à un moment donné, tu n'as pas été arboriculteur jusqu'à la fin de ta carrière, suite au divorce avec ton ex-femme. Qu'est-ce que tu as fait après, pendant ces années-là, jusqu'au moment de prendre ta retraite? J'ai plusieurs personnes qui me connaissaient en tant qu'arboriculteur, qui sont venues me voir. Notamment un petit, comment dire, oui, un revendeur d'engrais, de semences et de produits de traitement, qui avait une activité assez atypique, que je ne connaissais pas du tout avant d'ailleurs. Donc son chiffre d'affaires, c'était 50% en conventionnel et 50% en bio. Donc ce monsieur m'a dit, suite à mes questions, parce que quand il est venu me voir, il voulait que je sois technico-commercial. J'ai dit, mais moi je suis un agriculteur de base, je ne connais pas vraiment le côté commercial. Ah, il m'a dit, vous inquiétez pas Bernard, je vous apprendrai, donc il n'y a aucun problème. Donc effectivement, j'y suis allé. Et là, je me suis rendu compte que pas mal de mes collègues, donc, du coup, c'était mes clients, sont devenus mes clients. Des gens qui étaient en bio depuis de très nombreuses années pour certains et qui, ma foi, avaient des résultats intéressants. Donc ça m'a interpellé, puisque moi, étant pur produit de l'agriculture conventionnelle, ça remettait plein de choses en question. Et je me suis rendu compte que dans bien des domaines, pas dans tous effectivement, mais dans bien des domaines, il y avait des résultats, ma foi, qui étaient très intéressants, avec des rendements qui leur permettaient d'avoir des marges aussi intéressantes que les miennes à l'hectare. Donc ça m'a déjà un petit peu éveillé, et puis bon, comme c'était devenu mon travail, il fallait que je fasse avec. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, voilà, et je suis parti donc vers d'autres cieux. Et j'ai fait plusieurs postes de chef de culture dans des structures. Jusqu'à devenir, tu me disais, livreur. Voilà, jusqu'à devenir chauffeur-livreur dans une usine d'emballage bois. Et puis, il y a un jour où tu as appris une terrible nouvelle. Oui, c'était en 2018. Donc avec ma nouvelle épouse, on a été convoqués devant une urologue qui nous a appris suite à une échographie que j'étais atteint d'un cancer de la prostate. Cette information nous a profondément choqués. Moi, dans ma tête d'ancien arboriculteur, sans le dire, j'ai très vite revu ma carrière et mes pratiques, où je me revoyais en train dans les années 80-90, là, en train de mélanger certains produits qui ne voulaient pas bien se mélanger. Comme j'étais monsieur pressé, j'y allais tranquille avec les mains, je trempais les mains là-dedans pour que les poudres se mélangent et tout ça. Et bon, j'ai rien dit sur le coup, mais je me suis dit peut-être que mes pratiques n'étaient pas les bonnes. On a essayé de comprendre pourquoi. Tu avais des symptômes ? J'avais effectivement, les seuls symptômes que j'avais, c'était donc mon taux de PSA, qui, bien sûr, en 2018, était très élevé, et ça avait commencé à peu près dans les années 2010, où vers l'âge de 50 ans, comme beaucoup d'hommes, on fait des contrôles de PSA. Donc mes contrôles de PSA, déjà au départ, étaient légèrement en dessus du taux, et puis au fil des ans, ce taux de PSA a continué à augmenter jusqu'au jour, donc en 2018, où mon médecin traitant m'a demandé d'aller un peu plus loin, de faire une échographie. Et c'est là que voilà, le verdict est tombé. S'en sont suivis des tests, bien évidemment, enfin, des examens complémentaires, IRM, scanner, biopsie, enfin, toute la panoplie. Voilà, toute la panoplie qui a permis de confirmer et d'affiner le cancer, quoi. Enfin, l'endroit où vraiment mon cancer était localisé. J'ai été donc diagnostiqué en 2018, opéré juste avant le Covid, en novembre 2019, donc là, ablation totale de la prostate, avec tout ce qu'on peut imaginer d'effets secondaires et de séquelles. Je ne sais pas si j'en parle maintenant, des séquelles. Tu peux, tu es libre de le faire comme tu le souhaites. Alors, bon, déjà, quand on enlève la prostate, il faut savoir qu'on ne produit plus de sperme, et du coup on ne peut plus avoir d'enfants. Bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est plus trop un souci. Ça, c'est le premier effet
indésirables. Et puis ensuite, on perd la capacité à retenir les urines. C'est-à-dire que les troubles urinaires plus fréquents. Sont fréquents, sont même au début permanents, on va dire. Et au début, on met des couches plus ou moins longtemps. Donc ça, déjà, moralement, c'est pas top. Donc là, moi, par rapport à ça, j'ai fait de la stimulation périnéale. J'avais oublié le nom déjà. Donc, stimulation périnéale, ça se fait chez un kiné qui introduit une électrode le bas, dans l'anus, quoi, hein, et qui permet de restimuler les muscles qui sont en périphérie de la vessie. J'ai fait ça pendant 3 mois, 3-4 mois facile. Ouais. Ça m'a permis de récupérer en partie seulement quand même, je dirais, parce que même aujourd'hui, lorsque je suis fatigué, enfin très fatigué ou comme ça, il peut m'arriver d'avoir des petites fuites. Puis ensuite, il y a le côté plus intime, dont personne ne parle, mais que j'estime devoir aborder. C'est le côté sexuel, quoi. C'est-à-dire que le fait d'enlever la prostate et de toucher ce qu'on appelle les bandes érectiles anéantit, je dirais, complètement au début les érections. Donc ça, pour un homme, psychologiquement, enfin pour moi en tout cas, c'était assez catastrophique. Je pense que de façon générale, pour les hommes, ça peut être compliqué à vivre. Donc là, étant toujours un battant, j'ai demandé à ce qu'on m'aide. Et je suis tombé sur des gens assez formidables, notamment une sexologue de l'hôpital de Rangueil qui m'a expliqué, qui m'a formé ce qu'on appelle les injections intracaverneuses, qui consiste à introduire un produit qui stimule l'érection enfin, à travers une piqûre qu'on fait dans la verge après avoir été formé, parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et voilà, et donc cet aspect-là a pour effet d'anéantir complètement toute la spontanéité en termes de relations sexuelles, quoi. Il faut le programmer, quoi. Donc, à partir du moment où on programme quelque chose, ça change tout. J'apprends à vivre avec, mais je suis devenu différent. Je le sais, je m'en rends compte et on me le dit. Je suis plus le même. Je sais bien que je suis plus le même et ça me travaillait quand même pas mal. Et maintenant, est-ce que tu es guéri ou est-ce que tu es en rémission ? Non, on n'est jamais guéri. On m'a expliqué qu'on n'était jamais guéri d'un cancer, quel qu'il soit. Je suis donc en rémission. J'ai un suivi annuel du PSA. Donc. Tant qu'il reste comme ça, c'est que mon cancer n'évolue pas. Il peut évoluer dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'y a aucune certitude. Ouais. À quel moment ton cancer il a été relié à l'utilisation des produits phytosanitaires ? Comment en fait tu as atteint la reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA ? MSA, je rappelle pour les auditeurs, c'est la mutualité sociale agricole. C'est l'équivalent de la sécurité sociale. C'est ça. Donc je reviens au moment où avec mon épouse on a appris ça. On a cherché à comprendre d'où ça pouvait venir, quoi. Est-ce que c'était génétique ? Est-ce que c'était pas de chance, comme me disent certains, ou est-ce que c'était autre chose ? Et effectivement, ce jour-là, moi, je me suis revu en train de préparer mes produits, en train de, parfois, comme tous, si les agriculteurs nous écoutent, ils vont très vite comprendre que parfois, par exemple, quand on est dans le feu de l'action et qu'on est en train de traiter, de désherber notamment, on est donc sur notre tracteur et puis tout d'un coup, dans la rampe des herbages, il y a une buse qui se bouche. Qu'est-ce qu'on fait ? On a rien, on n'a pas de gants, on n'a rien, on descend, on dévisse la buse, on souffle dedans. On l'a tous fait, moi aussi. Donc là, ça veut dire qu'on prend des désherbants sur les mains qui pénètrent allègrement par la peau. Donc aujourd'hui, en ayant eu un parcours ensuite un petit peu de technicien, même si je n'étais pas un technicien pur, mais enfin, je me suis bien rendu compte comment fonctionnaient les molécules. Et là, je me suis dit, là, c'est pas possible, j'en ai pris autant que j'ai voulu, quoi. Donc ça déjà, ça a été une première alerte. Et puis ensuite, à travers nos recherches diverses et variées sur Internet ou ailleurs, tout à fait par hasard, je suis tombé sur un collectif qui s'appelle le collectif de défense des victimes des pesticides de l'Ouest. Et là, j'ai discuté avec des gens, notamment avec le président Michel Bénard, qui m'a d'abord dit que mon cancer pouvait oui, être reconnu en maladie professionnelle, même si, à cette époque-là, donc on était début 2020,
Il n'était pas encore inscrit au tableau des maladies professionnelles. Mais il m'a dit, on va quand même déposer le dossier. Après, bien sûr, dans ce collectif, j'ai discuté avec des anciens agriculteurs qui étaient déjà, eux, reconnus et qui ont eu à peu près le même parcours que moi, qui ont manipulé des pesticides. Donc, en discutant avec eux, je me suis bien rendu compte que ça pouvait aussi, pour moi, venir de là, puisque dans ma famille, il n'y avait absolument pas de cancer de la prostate. Et puis, en discutant avec des médecins aussi, il semblerait que, enfin ça demande à être confirmé, mais que le cancer de la prostate ne soit pas, qu'il n'y ait pas de lien génétique, quoi, forcément, pour le cancer de la prostate. Et ensuite, à travers mes différentes lectures, conférences et compagnie, je suis tombé sur le film Secret Toxique. D'accord. En le visionnant, ce film, on s'aperçoit que les produits qu'on croyait, tout à fait conformes ne l'étaient pas tant que ça, puisque ce qu'on appelle les AMM, donc les autorisations de mise sur le marché, étaient faites premièrement par les firmes elles-mêmes, qui constituaient le dossier, qui sont chargés de prouver leur innocuité sur la santé, tout ça. Et en plus, dans ces dossiers d'homologation, ces firmes-là, bien souvent, je dirais même presque tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, elles font uniquement homologuer la molécule active. Et ça, c'est dans un produit, par exemple, si on prend l'exemple du Roundup, dans le Roundup, vous devez savoir qu'il y a 40% de glyphosate. Tout le reste, c'est des coformulants, des adjuvants et souvent des déchets pétroliers, des dérivés du pétrole. Donc Alors pour expliquer aux auditeurs, effectivement, quand on a un produit phytosanitaire, il est composé de plusieurs substances. La molécule active, qui est souvent celle qui va être utilisée pour traiter une maladie, contre un insecte, peu importe. Mais en tout cas, la matière principale. Et ensuite, on utilise des coformulants ou des adjuvants pour venir avoir une certaine texture, mais aussi améliorer l'efficacité d'absorption du produit. Et donc, ce que Bernard essaye de dire aujourd'hui, c'est que dans les autorisations de mise sur le marché, c'est surtout la matière active qui est traitée et moins ces coformulants qui, pourtant, peuvent avoir une certaine toxicité. Exactement ça. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte de ce phénomène, ça m'a énervé fortement parce que j'estime que c'est du mensonge, quoi. Moi j'estime qu'on nous a menti sur les produits, quoi, sur leur absence d'effet sur la santé, même si on savait sur certains produits où il y avait des têtes de mort, où il fallait quand même faire attention. Aujourd'hui, bien souvent, j'entends parler, même déjà à l'époque, de produits CMR. Alors la plupart des paysans, de base, ne savent pas ce que ça veut dire CMR. Alors CMR, c'est quand même cancérogène, mutagène et reprotoxique. Et ça mérite quand même d'être bien expliqué, quoi. C'est des produits qui sont nocifs pour celui qui les utilise, qui sont nocifs pour celui qui va consommer les fruits ou autre, quoi. Et donc moi j'estime que quand on ment effectivement, ils ne mentent pas sur le fait qu'ils sont CMR. Mais quand on sait que les homologations sont faites que sur une partie, ça a semé quand même pas mal de troubles dans ma tête et ça m'a rendu un petit peu... ça m'a mis en colère parce que moi je faisais confiance, comme tous aujourd'hui encore, font confiance à ces produits. Alors je sais qu'aujourd'hui, bon nombre de ces produits sont retirés ou sont en voie d'être retirés. Ça pose des soucis pour mes collègues agriculteurs, je les comprends très bien. Mais moi, ça, c'est pas mon combat. Mon combat, c'est d'ouvrir les yeux aux gens qui utilisent ces produits, qui sachent que vraiment c'est dangereux. Alors ça leur permet effectivement de protéger leur culture. On dit souvent sur certains emballages qu'il faut que le produit est autorisé sous réserve d'utilisation des EPI. Donc les EPI, je détaille. Équipement de protection individuelle. Donc ça concerne les combinaisons qu'on met sur notre dos quand on fait des préparations. Ça concerne les gants, les masques, voilà, les lunettes, voilà, tout ça. tous les équipements de protection. Alors là, je vais encore vous énerver, désolé, mais les EPI, donc ces fameuses protections, notamment de la combinaison, il y a une étude qui est sortie il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois, qui s'appelle Pest Expo, qui prouve que la combinaison n'est absolument pas efficace, voire même dans certains cas contre-productive. C'est-à-dire que les molécules cachées, qui sont dans les pesticides, notamment les
les solvants, certains solvants d'origine pétrolière, ont pour effet d'améliorer la pénétration des produits dans le végétal, mais ils ont aussi pour effet de donner la capacité aux produits de traverser cette fameuse combinaison, donc le plastique. Et on se retrouve donc avec, dans cette étude Pest Expo, elle démontre que sur la peau, parce que souvent sur ces combinaisons, quand il fait chaud, on n'est pas habillé ou très peu. Donc ils avaient mis en fait des capteurs sur la combinaison, à l'extérieur, et sous la combinaison, sur la peau. Et ils se sont rendus compte, à leur grande surprise, que sur les capteurs qui étaient sous la peau, il y avait autant, voire plus, de molécules qu'à l'extérieur. Donc ils ont dit, c'est pas possible. On recommence l'étude. Ils ont fait 2 fois l'étude. Et bien ça a été donc confirmé. Il y a, dans certains cas, certaines molécules qui traversent la combinaison et qui se retrouvent en contact avec la peau. Ça veut dire qu'ils ont la capacité d'infester l'organisme de l'utilisateur. Et là aussi, je suis énervé parce que souvent, les sociétés qui donc présentent leurs produits mentionnent sur l'étiquette à utiliser sous réserve des fameuses protections individuelles. Sous réserve d'utilisation de ces EPI. Voilà. Et c'est encore une fois, c'est un mensonge, parce que mes pauvres collègues, mes charmants collègues, vous n'êtes absolument pas protégés. Voilà. Je sens beaucoup de colère en toi, effectivement. Ah oui. Ouais, ça se voit. Physiquement, en tout cas, moi, je le vois. Ah oui. Oui, je ne supporte pas qu'on puisse, sous prétexte de rendre l'agriculture rentable, on les rend donc dépendants à des choses qui ne sont pas bonnes du tout pour la santé. Pour leur santé déjà, pour la santé de l'environnement, enfin bon. Effectivement, il y a cette voie qu'il a fallu prendre à la sortie de la guerre pour nourrir la population. Mais moi, il me semble qu'à cette époque-là, et voire dans les années qui ont suivi, on aurait pu aussi, parallèlement, essayer de développer d'autres techniques qui soient moins invasives pour la santé humaine. Oui, effectivement, tu expliques, c'est lié notamment à une volonté après-guerre de nourrir les populations. Hein. Tu nourriras le monde, hein, ça me fait penser notamment à un film qui en parle. Mais aujourd'hui, on n'est plus tout à fait sur cette thématique-là. Donc comment ça se fait pour toi qu'aujourd'hui, on soit dans cette situation où on voit bien que l'utilisation des produits phytosanitaires, bon, on dit pesticides, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais pour simplifier, on va utiliser le même terme aujourd'hui. C'est quoi en fait qui bloque et qui crée ce débat entre ceux qui veulent qu'on arrête cette utilisation qui est nocive pour l'environnement et pour notre santé, mais à la fois un système qui continue à le promouvoir étant donné qu'on cherche une certaine rentabilité? Bon, je vais aller droit au but. C'est l'argent. C'est l'argent parce que l'argent, pour certains, pas pour les agriculteurs en tout cas, mais c'est une manne financière énorme. Souvent, ces sociétés qui fabriquent des produits phytosanitaires sont les mêmes qui fabriquent des médicaments. C'est des sommes faramineuses quoi, qui leur rapportent. Alors ces gens-là, ils ont, à mon avis, un pouvoir politique. En fait, en réalité, ce que tu veux dire, c'est au-delà de l'argent et de leur pouvoir, c'est surtout les lobbies qui... oui, je ne voulais pas employer le mot lobby, mais oui. On est dans ce sujet-là. On est en plein dans ça. Alors, bien sûr, quand on parle de lobby, on va me dire, mais il y a aussi le lobby écologiste. Effectivement, oui, chacun essaie de défendre ses idées. Mais moi, j'estime que les écologistes ils défendent des idées, et les autres lobbies, défendent autre chose que des idées, ils défendent surtout des portefeuilles. Encore une fois, en rendant dépendants les agriculteurs à leur système de production, même si je suis tout à fait conscient qu'on ne peut pas aujourd'hui dire, à partir d'aujourd'hui, demain, ben ça y est, on arrête tout, on passe à l'agroécologie, à l'écologie pure. Je sais très bien que ça prendra du temps, mais du temps, on n'en a plus beaucoup, parce que moi, je vous assure, pour avoir été malade, et pour être malheureusement en contact avec beaucoup de gens malades, que la société est assise sur une bombe à retardement en termes de maladies. Alors pas seulement les cancers de la prostate, mais des cancers catastrophiques chez les enfants, des malformations qu'on voit apparaître un peu partout. Donc si politiquement on n'est pas capable de le voir, parce qu'il suffit de le voir pour dire on change le système, on va changer le système, on ne va pas le changer demain, mais on va faire en sorte de le changer le système et de moins tenir compte de l'avis de ces fameux lobbies, qui défendent les produits phytosanitaires. On va tenir compte aussi
de la population, des agriculteurs, des enfants, de la santé humaine, parce que le débat il est là et il n'est pas dans l'opposition absolue de deux types d'agriculture. Moi je considère qu'on doit tous s'inspirer les uns des autres au lieu de se taper dessus. On a deux types d'agriculture qui sont très complémentaires, qui peuvent travailler ensemble, je crois, qui doivent travailler ensemble. Il faut que syndicalement aussi, les discours changent. Je suis désolé, je ne vois rien pour l'instant qui va dans ce sens-là, parce que le syndicat majoritaire, par exemple, n'a pas pris la mesure du problème, enfin je crois pas. Même si on commence à parler un petit peu d'agroécologie, c'est comme d'habitude pour se donner bonne conscience, mais il n'y a pas moi je ne vois pas venir d'action et d'actes concrets. Mais du coup, pour toi, c'est qui devrait prendre le dossier en main? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est le lobby? Est-ce que ça va être au niveau européen avec les commissions qui donnent les autorisations, les dérogations d'utilisation des produits? Est-ce que c'est les syndicats agricoles? Est-ce que ça va être l'agriculteur qui de lui-même doit prendre la responsabilité, sachant que bon, il souffre aussi d'agribashing, surtout ces dernières années? Est-ce que c'est le consommateur qui doit arrêter d'acheter certains produits? Comment pour toi tu vois en fait la suite? Est-ce que c'est une complémentarité de tout? Oui, il y a effectivement un petit peu de complémentarité de tout, mais pour moi, la première chose, c'est des décisions fortes politiques. Ça, c'est la première chose. Chose qui, pour l'instant, n'est pas mise en place. Ensuite, à l'opposé complètement, il y a le consommateur. Oui, effectivement, le consommateur a un rôle énorme à jouer avec sa carte bancaire, même si je sais très bien que les temps sont durs et que c'est difficile d'acheter que du bio. Moi le premier, je n'ai pas les moyens de manger que du bio. Politiquement, il y a une chose très très simple, c'est-à-dire que au lieu de continuer à fonctionner, par exemple, pour les élections aux chambres d'agriculture, les chambres d'agriculture sont des lieux où, normalement, toutes les idées doivent pouvoir s'exprimer. Jusqu'à aujourd'hui, et il y a très longtemps que c'est comme ça a toujours été comme ça d'ailleurs, le syndicat qui sort en tête au niveau de ces élections s'octroie allègrement, je crois que c'est dans les 80% des postes ou un truc comme ça, ce qui veut dire que les autres formes de pensée n'ont absolument aucun poids, même si gesticulent dans tous les sens, ça n'aura jamais d'effet parce que voilà, le syndicat majoritaire ayant la majorité, il ne se passera jamais rien. Donc ça c'est politique, quoi. Enfin, c'est une décision politique de changer cet aspect-là. J'ose espérer que ça se fera, même si ça va complètement à contre-courant des idées de certains, mais pourtant pour moi c'est la seule voie. La politique c'est déjà la base. Donc une diversité des opinions et l'acceptation des autres. Oui. Comme dans toute forme dans le monde salarial, je suis désolé, mais tous les syndicats ont droit de parole. Et il n'existe pas ce phénomène-là, quoi. Il n'existe que dans l'agriculture. Et moi, ça m'a choqué. Au début de ma carrière, j'étais 2 ou 3 ans à la fédération. Bon, j'avais pas forcément pile poil, comme on dit, les mêmes idées. Mais j'ai rapidement quitté le navire pour intégrer la Confédération paysanne, parce que moi je considérais que c'était un aspect du métier plus... ce syndicat défend le métier plus à taille humaine, quoi. Parce que le métier de paysan, c'est d'abord... c'est un métier, un très beau métier, en contact avec la nature, qui doit tenir compte de la nature et des sols. Si on parle des sols, on peut aussi parler de l'effet des produits phytosanitaires, malheureusement. Parce qu'un produit phytosanitaire qu'on pulvérise sur des arbres ou sur des céréales, il finit son chemin inéluctablement sur le sol. Et souvent dans les nappes phréatiques. Et une anecdote, tiens, que j'ai complètement oubliée depuis que je parle, mais je peux la noter ici, c'est que dans les années 1990-95 à peu près, en arboriculture, on employait un produit qui s'appelle le DNOC. Donc c'est des huiles minérales qui nous coloraient bien les mains parce qu'elles avaient un effet très colorant. Donc on faisait ça sur nos vieux pruniers là, qui étaient pleins de lichen, de mousse ou autre pour décaper. Et plein pourront le confirmer, mais quand on venait d'employer donc, ce produit qu'on employait à 1000 litres hectare, en grand volume, donc ça ruisselait partout. Derrière nous, sur le sol, on voyait malheureusement les lombrics là, qui montaient à la surface parce que les pauvres, ça les avait empoisonnés, quoi. Ils venaient crever à la surface. Tout le monde peut le confirmer, ça. Tous les gens qui l'ont fait. Aujourd'hui, c'est interdit ce produit, mais bon.
Mais à l'époque, À c'était pas le l'époque, cas. c'était pas interdit. Et on ne se protégeait pas plus. On mettait juste un imperméable, là, en plastique, là, sur la tête, mais bon, pas de masque, rien du tout. Et, quand j'y pense, voilà, c'est pas étonnant qu'on soit malade. Hein. Mais il manquait de la sensibilisation. Ah, Comment tu ah expliques oui, que oui, à cette époque-là, on n'était pas sensibilisé. Ça. La sensibilisation a commencé à partir des années 2000 à peu près. ta maladie et ton cancer t'ont permis de te cultiver sur cette thématique des produits phytosanitaires, de comprendre comment ça fonctionnait derrière et d'en faire un combat pour sensibiliser surtout tes confrères. Parce que c'est surtout ça que tu me dis, c'est que tu n'es pas là pour juste critiquer ou Absolument. faire du militantisme. Comment ça s'est passé quand tu as commencé effectivement à t'exprimer auprès d'autres agriculteurs? C'est très intéressant. Bonne question. Effectivement, les premières fois où je me suis exprimé en public, c'est à travers le fameux film Secret Toxique. Secret Toxique a mis en place un système où à chaque fois que ce film passait, ils organisaient un ciné-débat. Débat souvent très très intéressant avec un public très varié. Et souvent, à la fin du film, je voyais des gens, quand on commençait à parler, qui se levaient et puis qui partaient plus ou moins la tête basse comme ça. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, à mon avis, ça doit être des agriculteurs qui ont pris, comme moi, un coup sur la tête et qui, au regard de ce qu'on leur raconte dans le film, n'osent pas s'exprimer, quoi. Enfin, voilà. On honte peut-être même de ce qu'ils ont fait, des risques qu'ils ont pris. Mais au bout d'un moment, dans 2 ou 3 des derniers ciné-débats que j'ai fait, notamment il y en a eu à Moissac, où d'ailleurs on a fait ça le comble, on a fait un carton dans Moissac. Donc là, il y a eu effectivement des gens que je connaissais, des anciens collègues, où il y a eu des échanges très courtois, premièrement, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je pensais que j'allais en prendre en plein la figure, mais non. Où plein de questions ont été posées, et d'ailleurs on était plusieurs, on a toujours apporté des réponses. On parlait de choses qu'on a vécues, quoi. Donc les gens étaient très touchés, et à chaque fois, le public, le grand public, disait mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Bon, c'est vrai que là, les réponses sont pas simples. Mais enfin, avec les agriculteurs, la plupart du temps, c'est mais comment veux-tu qu'on fasse? Comment tu veux qu'on fasse pour. Alors moi, je leur dis toujours, premièrement, vous n'êtes pas responsable, absolument pas, vous êtes comme moi. Même si vous n'êtes pas malade, vous êtes quand même des victimes en puissance, ne serait-ce que financièrement déjà. Parce que quand même, les factures de phyto, ça pèse quoi, hein, dans un bilan. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut en prendre conscience, il faut le savoir. Et puis, faut vraiment se protéger, quoi. Il faut traiter le moins possible, il faut plus suivre les itinéraires culturaux comme on faisait tous. Parce que ça, c'était du systématique, c'était pas du rationnel, c'était pas réfléchi. C'était du systématique, vraiment. Bernard, on arrive bientôt à la fin de ce long échange. Et pour terminer, j'ai toujours une question classique. Mais pour toi, tu auras le droit à 2 petites questions. Et donc à 2 réponses concises, si possible. La première, c'est quel écho tu voudrais laisser aux consommateurs qui nous écoutent? C'est une question donc, qu'on m'a souvent posée dans les ciné-débats. Le consommateur, effectivement, il a un rôle très important. Arrêter, par exemple, de chercher la perfection en termes de visuel, en termes de qualité d'épiderme et tout ça. Même si une tomate elle a un petit défaut, ma foi, si elle est mûre à point, elle doit être bonne pareil. Mais voilà, le gros rôle, le principal rôle du consommateur, c'est son choix politique et son acte d'achat à travers sa carte bancaire. Il a un rôle très important. Et moi, je sais, pour avoir fait des animations en grande surface à une certaine époque, que lorsque dans un rayon, on voit que le chef de rayon, et puis après, plus tard, le patron du magasin, il voit que le chiffre baisse, il va se poser des questions. Il va très très vite se dire « Ah, ce produit-là, il marche mieux que celui-là. Hop, celui qui marche plus, on le déréférence et on met l'autre. » Ce que je voulais aussi te demander, c'est quel message pour tes confrères, les agriculteurs? Essayez, mes chers amis, mes chers collègues, de regarder un petit peu chez des agriculteurs qui sont en bio, comme on dit, en agriculture biologique, de voir ce qui marche. Inspirez-vous des techniques qui fonctionnent. Arrêtez d'opposer deux systèmes. Écoutez les gens malades, parce qu'il y en a plein autour de vous. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à me contacter si vous en avez envie, parce que moi c'est avec grand plaisir que je
que je vous guiderai vers le chemin, peut-être pas de la guérison, mais en tout cas de la reconnaissance. Voilà, globalement, j'ai rien contre eux. Parfait. Merci Bernard pour nos échanges et d'avoir partagé ce que tu as traversé et aussi ta vulnérabilité. Merci Sophie. À bientôt Bernard. À bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.